la nuit était tombée sur la ville, drapant les gratte-ciel de son manteau d'encre, et les fenêtres des bureaux d'une entreprise rutilante miroitaient froidement sous les lampadaires. Monsieur Dubois, un homme d'affaires dont le nom résonnait dans les couloirs du pouvoir, venait de quitter une réunion cruciale, une de celles où des millions de dollars changent de main d'un simple hochement de tête. Son esprit était encore encombré par les chiffres, les stratégies et les visages des concurrents. Mais alors qu'il s'apprêtait à rejoindre sa voiture, une petite voix, douce mais résolue, le tira de ses pensées. Devant lui se tenait une fillette d'environ 7 ans, Léa, dont le regard grave le fixait avec une intensité déconcertante. Ses vêtements étaient simples mais impeccablement propres, ses cheveux bruns tressés avec soin. Son visage, bien que jeune, portait une expression de détermination inhabituelle pour son âge. « Ils disent que votre voiture va exploser », murmura-t-elle dans un espagnol parfait, les yeux rivés sur les siens avec une sincérité qui fit frissonner le millionnaire. L'idée que ce ne soit qu'une farce enfantine ou un malentendu traversa d'abord l'esprit de M. Dubois. Derrière lui, ses 4 gardes du corps privé conversaient à voix basse, l'air détendu, discutant de quelque chose entre eux, jetant parfois un coup d'œil à la limousine noire garée à l'entrée. Leurs uniformes impeccables et leurs sourires professionnels ne laissaient transparaître aucune faille. M. Dubois, habitué aux intrigues du monde des affaires, avait une confiance inébranlable en son équipe de sécurité, triée sur le volet. Il ne se doutait pas que l'innocence de Léa allait ébranler les fondations de cette confiance. Mais la fillette insistait avec une conviction glaçante. Ses petites mains étaient serrées en poing, et ses yeux ne quittaient pas le visage de M. Dubois. « Que dites-vous » demanda le millionnaire, essayant de masquer sa surprise et son inquiétude grandissante. Sa voix tremblait légèrement, mais son calme professionnel lui permettait de maintenir une façade sereine. Léa serra encore plus ses petits poings et répéta, cette fois plus fort et plus clairement, « Je les ai entendus. Il parlait en chinois. Il disait que votre voiture exploserait quand vous la démarreriez. Il riait et disait que ça ressemblerait à un accident. » Le silence entre devint lourd, presque palpable. M. Dubois connaissait les bases du chinois des affaires, suffisamment pour négocier et comprendre les phrases courantes, mais il n'aurait jamais imaginé qu'une inconnue puisse comprendre des conversations que lui-même n'aurait saisies que partiellement. Son cœur s'accéléra, sa bouche devint sèche. Il la regarda avec un mélange de méfiance et de respect, car ses yeux ne trahissaient aucune peur, seulement l'urgence de quelqu'un qui dit la vérité et comprend la gravité du moment. Son petit visage était pâle mais déterminé. « Comment savez-vous le chinois » demanda-t-il, baissant un peu la voix et jetant un coup d'œil aux gardes qui ne les avaient toujours pas remarqués. « Ma grand-mère me l'a appris » répondit Léa sans hésitation, la voix pleine de fierté. « Elle est originaire de Chine, elle a déménagé ici il y a de nombreuses années. Elle m'a appris, elle dit qu'il est très important de connaître la langue des autres. » Et il parlait très vite, utilisant des mots complexes. « Mais j'ai compris, il parlait d'un appareil, d'une minuterie, du fait que vous monteriez dans la machine et que tout serait fini. » Léa détaillait chaque mot, chaque intonation qu'elle avait perçue, et M. Dubois sentait une boule de glace se former dans son estomac. L'innocence de la fillette contrastait violemment avec la noirceur de ses paroles, rendant le danger d'autant plus réel et terrifiant. Ils ont dit qu'ils s'attendaient à beaucoup de bruit, qu'il y aurait ensuite le chaos, et que personne ne les soupçonnerait parce qu'ils ne seraient que des gardes de sécurité ayant l'air choqués et effrayés. M. Dubois se tourna lentement vers ses gardes, remarquant qu'ils semblaient observer l'entrée principale avec une attention inhabituelle. L'un d'eux regardait sa montre de façon répétée, un autre tripotait nerveusement quelque chose dans sa poche. Son cœur se serra, sa respiration devint haletante. Chaque fibre de son instinct d'homme d'affaires, habitué aux trahisons, aux conspirations et aux menaces latentes du monde de la guerre corporative, lui criait qu'il ne pouvait pas ignorer les paroles de cette fillette. « Mademoiselle » commença-t-il, hésitant, choisissant ses mots avec soin, « vous savez ce que vous dites. C'est une accusation très grave. Si vous vous trompez, oui, je sais, » le coupa-t-elle avec une fermeté inattendue. Elle le regarda fixement, sans cligner des yeux. « Je ne me trompe pas. J'ai entendu chaque mot clairement. Il se tenait près de cet arbre. » Elle désigna un grand arbre à quelques mètres de l'entrée. « Et il pensait que personne ne les comprendrait. Mais moi, j'ai compris. S'il vous plaît, ne montez pas dans cette voiture, croyez-moi. » L'air autour d'eux devint plus lourd, comme avant un orage. M. Dubois déglutit,
essayant de garder son calme et de réorganiser ses pensées. Pendant des années, il avait été entouré de son équipe de sécurité privée, des professionnels aux qualifications impeccables. Des hommes qui avaient juré de le protéger de leur vie, ayant subi des vérifications rigoureuses, des enquêtes de fond et des évaluations psychologiques strictes. Mais cet avertissement le déconcertait plus que jamais, le faisant douter de tout ce en quoi il croyait. Il recula d'un pas, sentant le sol trembler sous ses pieds. D'une voix ferme, s'efforçant de ne pas attirer l'attention des gardes, M. Dubois appela l'un de ses assistants les plus proches. Tony, appelez Sanchez. Appelez-le immédiatement. Dites-lui que j'ai besoin de lui parler en privé de toute urgence. L'assistant, un jeune homme en costume élégant, une tablette à la main, regarda son patron avec surprise mais s'éloigna rapidement, obéissant sans poser de questions. M. Dubois évita de regarder directement les gardes, mais il sentait leurs yeux sur lui. Lourds et scrutateurs, comme s'ils savaient ou soupçonnaient que quelque chose avait été révélé, que leur plan était en péril. Il se pencha de nouveau vers la fillette, se mettant à sa hauteur. « Écoutez-moi bien, dit-il doucement, presque en un murmure. Son visage était grave. Si ce que vous dites est vrai, vous êtes en grave danger. Ces gens ne pardonneront pas à quiconque osera les dénoncer. Ils ne laisseront aucun témoin, vous comprenez ? Léa serra les lèvres, et un instant, la peur traversa ses yeux, mais elle retrouva vite son calme. « Je m'en fiche, répondit-elle, bien que sa voix tremblât légèrement. Ma grand-mère m'a toujours dit que si je pouvais aider quelqu'un à échapper à la mort, je devais parler, peu importe ma peur. Elle ajouta, avec une sagesse qui dépassait son âge, elle dit que le silence, c'est être complice du mal. Je ne peux pas me taire. Ces mots touchèrent M. Dubois plus profondément que n'importe quel conseil de ses conseillers financiers, plus que n'importe quelle stratégie ou plan d'affaires. À cet instant, le millionnaire, l'homme qui avait bâti un empire de plusieurs milliards de dollars, sentit le poids de sa fortune, de ses affaires, de ses costumes coûteux et de son style de vie opulent s'effondrer devant le courage simple mais extraordinaire d'une petite fille. Il voyait en elle ce qu'il avait lui-même perdu depuis longtemps, une bravoure pure, non diluée, prête à faire ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. L'assistant revint avec Sanchez, un homme grand d'une cinquantaine d'années, les tempes grisonnantes et le regard perçant. Il était le seul de son équipe rapprochée en qui M. Dubois avait une confiance aveugle, son garde du corps personnel qui était à ses côtés depuis plus de 15 ans. Sanchez avait traversé des dizaines de situations périlleuses avec lui, des tentatives d'assassinat évitées de justesse et des menaces directes. Il n'était pas seulement un protecteur. Il était un ami. M. Dubois l'appela plus près et lui parla à voix basse, presque inaudible, sans quitter des yeux les autres gardes. Sanchez, j'ai besoin que vous vérifiiez la voiture immédiatement. Mais faites-le discrètement, comme s'il s'agissait d'une vérification de routine normale. Ne vous faites pas remarquer et soyez prêt à tout. Sanchez, un professionnel jusqu'à la moelle, jeta un bref coup d'œil au visage de son patron, y lisant la gravité et l'inquiétude, hocha la tête silencieusement et se dirigea vers la limousine noire garée à quelques mètres. Ses mouvements étaient lents, confiants et réguliers. Une vérification de sécurité avant le vol, tout à fait habituelle. Les gardes le regardèrent avec une tension palpable. Leur corps était visiblement raidi. Ils se jetèrent des regards et échangèrent des mots brefs en chinois, que M. Dubois, à présent, s'efforçait d'écouter et de comprendre. Mais ils parlaient trop bas et trop vite. Leurs mains cherchaient instinctivement les armes dissimulées sous leur veste. Le cœur de l'homme d'affaires battait la chamade. Il sentait son pouls martelé dans ses tempes. Quelque chose était sur le point d'exploser, au sens propre comme au figuré. La fillette serrait sa veste de sa petite main. Ses doigts tremblaient. Et pour la première fois depuis des années, cet homme, habitué à dominer les salles de réunion, à soumettre ses adversaires lors de négociations impitoyables, à contrôler le destin de milliers d'employés, ressentait une peur réelle et profonde pour sa vie. Soudain, l'un des gardes, le plus grand, avec une cicatrice sur la joue, s'avança, arborant un sourire professionnel mais dont le regard froid ne touchait pas. « Monsieur, la voiture est prête et vous attend. Nous devons partir immédiatement. Vous avez une réunion dans 40 minutes de l'autre côté de la ville. Et avec la circulation actuelle, il ne faut plus tarder. » Il insista, « Nous devons partir maintenant. » M. Dubois inspira profondément,
essayant de régulariser sa respiration. Son regard faisait des allers-retours entre la fillette, qui ne lâchait pas sa veste, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage, et les gardes qui se rapprochaient de lui. Leur visage arborait le masque de l'attention professionnelle, mais leurs yeux trahissaient une impatience et quelque chose d'autre, une attente. Ils ne pouvaient encore rien confirmer avec certitude, mais s'ils faisaient le mauvais pas, ce pourrait être le dernier. C'est alors, au paroxysme de la tension, que Sanchez leva la main de la voiture, faisant un signe bref et alarmant que seul M. Dubois comprit. C'était leur signal de danger secret, forgé au fil de nombreuses années de collaboration. Le visage de Sanchez était pâle, ses yeux grands ouverts. La tension était insoutenable, l'air était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. M. Dubois sentit sa gorge se serrer, sa respiration se faire courte. Les gardes se tournèrent brusquement vers Sanchez. Leurs mains se portèrent vers leurs armes. Le masque professionnel commençait à tomber, révélant une détermination froide. La fillette tira désespérément sa main, essayant de l'éloigner du danger. Le destin de toutes les personnes présentes allait se décider dans les prochaines secondes. Les gardes commencèrent à marcher rapidement vers la voiture. Leurs mouvements devinrent plus brusques. Il était évident qu'ils essayaient de bloquer la vue et l'accès de Sanchez à la voiture, cherchant à le distraire. M. Dubois comprit immédiatement que ses soupçons étaient fondés. L'air était chargé d'électricité, comme avant un orage. Tous les présents savaient que le pas suivant, le mot suivant, pouvait coûter la vie à quelqu'un. Et lorsque la fillette le regarda avec ses grands yeux, effrayé mais toujours déterminé, il réalisa enfin qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, que ce n'était pas une répétition ou une erreur. La première partie se termine ici, avec l'écho d'une vérité horrible et inconfortable. Quelqu'un dans son équipe de sécurité soigneusement sélectionnée voulait sa mort, et avait planifié son assassinat dans les moindres détails. Et la seule personne à l'avoir averti, à l'avoir sauvé d'une mort imminente, était une fillette de 7 ans qu'il n'avait jamais rencontrée. M. Dubois observa attentivement les gardes qui s'approchaient rapidement de la voiture. Sa respiration était lente et régulière, forgée par des années de négociations sous pression, mais à l'intérieur, son cœur battait comme un marteau sur une enclume. La fillette s'accrochait toujours à sa veste, tremblante de tout son corps, bien que son regard conservât la même fermeté et la même détermination que lorsqu'elle l'avait averti pour la première fois. Sanchez prit la parole, fort et clair, pour que tous l'entendent. Son ton professionnel ne dissimulait pas l'inquiétude. « Monsieur, ne vous approchez en aucun cas de la voiture. Il y a un engin explosif installé dans le moteur. » Il ajouta, la voix tendue, « J'ai vu les fils et un minuteur. C'est l'œuvre de professionnels. » Le silence se brisa comme une verrière. Les gardes se figèrent un instant, se regardèrent, et leurs expressions changèrent. Le masque de la convivialité disparut, remplacé par la froideur calculatrice de tueurs professionnels. L'un d'eux, celui avec la cicatrice, s'avança, essayant toujours de sourire, mais son sourire était forcé et artificiel. « Il y a sûrement une erreur, patron. Sanchez a dû se tromper. Nous avons tout vérifié nous-mêmes ce matin, et tout allait bien. Laissez-moi vérifier personnellement ce qu'il y a là-dedans. » M. Dubois le regarda avec une sévérité qu'il n'avait pas utilisée depuis des années, avec la même détermination de fer qu'il avait fait passer de rien au sommet de sa carrière. « Alors expliquez-moi, dit-il d'une voix douce, mais chaque mot était un coup de massue. Pourquoi Sanchez, le seul homme en qui j'ai une confiance totale, celui qui m'a sauvé la vie à 3 reprises, me dit-il le contraire? Expliquez pourquoi vous êtes si nerveux. Pourquoi vous regardez votre montre toutes les 30 secondes? » La tension était insoutenable. L'air semblait s'épaissir et peser. La respiration de la fillette était saccadée, elle s'accrochait à sa jambe, cherchant un abri. Et à cet instant précis, M. Dubois comprit enfin, de tout son être, que cette petite fille lui avait vraiment sauvé la vie, que sans elle, il serait maintenant assis dans cette voiture, tournant la clé de contact. Et que c'étaient ses propres gardes, ceux qu'il avait payé des sommes exorbitantes, ceux à qui il avait confié sa sécurité, qui planifiaient froidement et méthodiquement sa mort. Soudain, l'un des gardes, le plus jeune, porta brusquement la main à la poche intérieure de sa veste, où était manifestement dissimulé un pistolet, mais M. Dubois leva la main en un geste protecteur. Sa voix résonna, pleine d'autorité. « N'essayez plus. Votre jeu se termine ici.
Chacun de vos mouvements a été enregistré par les caméras de sécurité, et il y a beaucoup de témoins autour. En effet, l'équipe de sécurité du bâtiment, ayant remarqué la tension inhabituelle, commençait à s'approcher. Plusieurs gardes du bâtiment se dirigeaient vers eux. Quelques passants s'arrêtèrent, sortant leur téléphone. De nombreux regards curieux et inquiets étaient fixés sur le groupe. Les traîtres réalisèrent qu'ils avaient perdu le contrôle de la situation, que leur opération méticuleusement planifiée avait échoué à cause d'une petite fille. L'un d'eux, le plus âgé, marmonna quelque chose en chinois, avec une fureur contenue. Son visage était tordu de rage et de frustration. La fillette, sans hésitation, fit preuve d'un courage incroyable et traduisit à voix haute pour que tous entendent. Il dit que ce n'est pas grave si le plan a échoué, que tôt ou tard, eux ou quelqu'un d'autre l'attraperont, que les gens comme elle sont toujours éliminés, qu'elle s'est fait trop d'ennemis. M. Dubois la regarda avec un mélange d'étonnement, de profond respect et de gratitude. Cette petite fille frêle et délicate, dans sa robe simple, était devenue son seul véritable allié au milieu de la trahison, de la corruption et du danger mortel. C'est peut-être vrai, répondit-il d'une voix résolue, mettant toute son âme dans ses paroles, mais certainement pas aujourd'hui, et pas de votre part. En quelques secondes qui semblèrent interminables, la sécurité interne du bâtiment arriva, suivie de près par des voitures de police sirènes hurlantes, alertées par le bouton d'alarme. Les gardes traîtres furent encerclés et arrêtés. Il y eut des bousculades, et l'un d'eux tenta de s'échapper. Il y eut des injures dans toutes les langues, des regards haineux et des promesses de vengeance. Mais finalement, les 4 furent menottés et emmenés, poussés dans les voitures de police. M. Dubois resta immobile, serrant la petite main à ses côtés, jusqu'à ce qu'il voie les traîtres disparaître complètement de sa vue, les voitures s'éloignant au coin de la rue. Ce n'est qu'une fois le danger passé qu'il laissa échapper un soupir de soulagement, s'agenouillant à la hauteur de la fillette avec une gravité profonde et sincère. Ses yeux s'embuèrent. « Vous m'avez sauvé la vie, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Je n'oublierai jamais, vous entendez, jamais ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Elle le regarda avec timidité et une humilité enfantine, comme si elle ne comprenait que maintenant toute l'étendue de ce qui s'était passé, qu'elle avait réellement sauvé une vie. « Je n'ai fait que répéter ce que j'ai entendu, murmura-t-elle. Ma grand-mère dit toujours que se taire face au mal, c'est presque le laisser faire. Que les bonnes personnes se taisent et que les méchants gagnent. » Ces mots touchèrent l'homme d'affaires au plus profond de son âme, là où résidaient les principes et les idéaux de son enfance, oubliés depuis longtemps. Il avait passé ces dernières années entouré de flagorneurs, d'adulateurs, de conseillers égoïstes, de partenaires ne cherchant que sa fortune et ses relations, prêts à tout pour de l'argent. Et pourtant, cette fillette, sans rien attendre en retour, sans savoir qui il était, lui avait montré la vraie valeur de la vérité, de l'honnêteté et de l'humanité. « Votre grand-mère est une femme très sage, dit-il avec un sourire sincère, le genre de sourire qui apparaissait rarement sur son visage ces dernières années. Et vous aussi, très sage et incroyablement courageuse. » Une autre voiture, soigneusement inspectée par Sanchez et l'équipe de déminage, avait été rapidement préparée. Avant d'y monter, M. Dubois prit un moment pour regarder attentivement la fillette, gravant son visage dans sa mémoire. Il comprenait clairement que cette petite Léa n'avait pas seulement changé sa vie, pas seulement sauvé sa vie, mais avait également complètement transformé sa façon de voir le monde, les gens, la vie elle-même. « Écoutez-moi attentivement, dit-il avec gravité, la regardant dans les yeux. Je veux que vous sachiez et que vous vous souveniez. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette minute, vous ne serez plus jamais seul. Ni vous, ni votre grand-mère. Je veillerai personnellement à ce que vous receviez tout ce que vous méritez et bien plus encore. La meilleure éducation dans les meilleures écoles, une protection complète, une vie digne. Et surtout, vous ne serez jamais, en aucune circonstance, obligé de vous taire sur ce que vous savez. » La fillette ne répondit pas tout de suite, réfléchissant à ces paroles, mais ses yeux s'illuminèrent d'une étincelle de soulagement, d'espoir et de joie enfantine. Finalement, elle hocha la tête, souriant pour la première fois. M. Dubois monta lentement dans la nouvelle voiture, mais avant que Sanchez ne ferme la porte, il regarda la fillette une dernière fois, capturant l'instant. Cette image s'imprima à jamais dans sa mémoire. Une petite fille en robe verte simple, debout comme un roc face à l'adversité et au danger. Alors que la voiture s'éloignait lentement dans la rue, il s'assit en silence, méditant sur ce qui s'était passé.
Sa fortune colossale, ses entreprises influentes, ses innombrables relations et contacts, tout aurait pu disparaître en un clin d'œil, littéralement en quelques secondes, s'il n'avait pas appris à reconnaître et à valoriser la vérité, même lorsqu'elle venait de la source la plus inattendue et la plus invraisemblable, des lèvres d'une enfant de 7 ans. Et là, dans le luxe de l'habitacle de la voiture, avec le son de la ville nocturne en toile de fond, il comprit et intégra la leçon la plus puissante et la plus importante qu'il ait jamais apprise de toute sa vie. Le courage et la vraie bravoure ne dépendent pas de l'âge, de la richesse ou du pouvoir d'une personne, mais uniquement de la capacité intérieure et de la volonté de dire la vérité, de faire ce qui est juste, lorsque tous les autres choisissent de se taire par peur ou par intérêt personnel. Il ne sut jamais si le complot contre lui faisait partie d'une conspiration plus vaste et plus grande, mais il comprit et accepta clairement que son destin, sa vie même, avait été complètement transformé par l'intervention opportune d'une personne aussi petite et apparemment insignifiante qu'une petite fille. La vie lui avait donné une leçon inoubliable. La richesse et les vastes fortunes s'achètent facilement, mais la loyauté et la véritable honnêteté n'apparaissent que là où on s'y attend le moins. Profondément ému par tout ce qui s'était passé, il ferma les yeux un long moment et se jura « Je ne sous-estimerai plus jamais la voix des enfants innocents, car ce sont souvent eux qui voient et comprennent les choses que nous, les adultes, cyniques et fatigués, refusons délibérément de reconnaître et d'accepter. » L'écho de cette leçon de vie et de cet enseignement le plus important l'accompagnerait pour toujours, jusqu'à la fin de ses jours. Et lorsque la petite fille retourna auprès de sa grand-mère bien-aimée ce soir mémorable, main dans la main avec l'officier de police qui l'avait raccompagnée en toute sécurité, ni l'une ni l'autre ne se doutait ou ne savait que, très bientôt, le monde entier, toutes les chaînes d'information, s'arrêteraient pour écouter leur histoire incroyable et merveilleuse de courage et de salut. Des années passèrent, et l'histoire de Léa et de Monsieur Dubois devint une légende urbaine, puis un récit inspirant partagé bien au-delà des cercles d'affaires. Monsieur Dubois, transformé par cette nuit fatidique, ne fut plus jamais le même homme. Il réévalua ses priorités, ses relations, et la manière dont il menait ses affaires. Sa fortune, autrefois son unique obsession, devint un moyen de soutenir des causes justes, d'investir dans l'éducation et de protéger les voix des innocents. Il créa une fondation portant le nom de Léa, dédiée à l'enseignement des langues étrangères aux enfants défavorisés, mais aussi à la promotion du courage civique. Léa, quant à elle, grandit en conservant sa sagesse et sa détermination. Grâce au soutien de Monsieur Dubois, elle fréquenta les meilleures écoles, voyagea et étudia diverses cultures. Elle ne se tut jamais, devenant une avocate passionnée des droits de l'homme, utilisant sa voix pour dénoncer l'injustice partout où elle la rencontrait. Sa grand-mère, fière et sereine, vécut assez longtemps pour voir l'impact profond que sa petite-fille avait eu sur le monde. La leçon que Monsieur Dubois avait apprise cette nuit-là, celle que le courage ne connaît ni l'âge ni le statut social, résonnait dans chacune de ses actions. Il devint un mentor pour de nombreux jeunes, leur enseignant l'importance de l'intégrité, de la vigilance et de la capacité à faire confiance à son intuition, même face à l'incrédulité générale. Son histoire et celle de Léa furent racontées dans des livres, des documentaires, et inspirèrent des millions de personnes à ne jamais sous-estimer l'impact d'un simple acte de bravoure. La petite fille qui avait entendu des mots en chinois et avait eu le courage d'avertir un inconnu était devenue le symbole d'une vérité universelle, que la lumière peut surgir des ténèbres les plus profondes, et que l'héroïsme se cache souvent dans les cœurs les plus inattendus. Et à travers les générations, l'écho de leur histoire continua de rappeler que la véritable sécurité ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la capacité à voir la vérité, à la dire, et à la défendre, car c'est là que réside le véritable salut.